Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Tech dans le Cab, le podcast de Willib qui s'intéresse aux évolutions du secteur de l'expertise comptable et à son avenir. Dans une série de 10 épisodes entourés d'experts du secteur, qu'ils soient experts comptables, journalistes ou dirigeants d'entreprise, nous allons échanger sur leur parcours et leur vision de la mutation de cette profession, opérée depuis quelques années maintenant, une mutation qui répond à un besoin de temps et d'attractivité. Willib, c'est la solution digitale pour faciliter l'organisation de votre cabinet d'expertise comptable via la digitalisation de vos données. Une solution 100% française, sécurisée, qui réunit dans le même outil tout ce dont vous avez besoin pour gagner du temps dans la gestion de votre clientèle. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Legal, le directeur technique de Willib. On aborde tout d'abord son parcours d'ingénieur et d'entrepreneur, puis d'un sujet au cœur de l'ambition de Willib, la décentralisation de la gestion électronique de documents. Décentralisation essentielle pour une sécurité optimale, une souveraineté des données et aussi pour une question écologique que l'on aborde dans l'épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Antoine. Salut Théo. Je suis ravi de te recevoir dans La Tech dans le Cab. Alors ensemble, on va d'abord aborder ton parcours d'ingénieur et d'entrepreneur, puis nous parlerons de l'ambition numéro 1 de Willib, la GED décentralisée, donc la gestion électronique de documents décentralisés. Et je fais exprès d'expliquer le terme, car ça va être un épisode assez technique, et je ferai en sorte qu'on comprenne au mieux tous les termes employés. Alors tu nous expliqueras aussi pourquoi tu as rejoint Benoît dans l'aventure, et en quoi la décentralisation est une révolution à plusieurs niveaux pour la profession. Alors Antoine, qui es-tu ? Eh bien, un ingénieur, effectivement, dans l'informatique. Donc, ça fait depuis plus de 15 ans maintenant. Voilà, donc j'ai eu un parcours pas forcément classique, puisque j'ai pu intervenir dans des domaines très, très, très variés. En général, dans l'informatique, on va faire du web ou du système d'information, de l'industriel. Voilà. Moi, je suis intervenu dans tous les domaines, en fait. Dans tous ces domaines-là, et pareil pour les secteurs d'activité, j'ai fait aussi bien de la santé, de la banque, assurance, télécom, e-commerce, commerce tout court, du nucléaire, du militaire, bien varié, ouais. de l'avionique, enfin bref. Ok. Voilà, donc ça m'a permis d'avoir une très très bonne expérience et finalement assez rare, assez rapidement également. Voilà, à la base, je suis quand même spécialisé par contre dans l'intelligence artificielle, même si c'est pas quelque chose que j'ai pu faire régulièrement dans le cadre professionnel, puisque c'était loin d'être quelque chose qu'on faisait beaucoup il y a encore pas longtemps. C'est ça. Voilà, mais bon, si je repense à 2003 par exemple, où j'avais mis en place ce qu'on appelle un réseau de neurones. D'accord. Voilà, c'est un système en fait que j'ai mis en place pour Mastercard. Donc je bossais à New York aussi, et qui permet de détecter les réseaux de fraude avant qu'ils soient vraiment installés en fait, pour pouvoir les chanter avant qu'ils arrivent, quoi. Voilà, et ça tourne toujours aujourd'hui. Enfin bon, c'est le genre de choses là qui sont sympas à faire, quoi. Ouais. Donc un parcours assez varié. En tout cas dans des univers très variés, des secteurs assez variés, ce qui permet d'avoir une bonne connaissance du métier. Et voilà, avec des sujets complètement différents à chaque fois. Et j'ai toujours été vraiment dès qu'il y a des nouvelles techno en fait, qui commençaient à arriver ou autre, souvent j'étais vraiment dedans en fait, dès le départ, quoi. Et je pense au Big Data par exemple, où j'en ai fait pas mal c'était quoi, 2009, 2010. Voilà, donc ça donne un certain niveau d'expertise. Derrière, ça m'a permis de faire d'autres missions plus abouties après sur le sujet aussi. J'avais fait la mise en place du Big Data chez Cdiscount, par exemple, à Bordeaux. Et voilà, donc ça permet de bien voir aussi ce qui se passe, avoir une bonne vision un peu de l'avenir, parce que j'ai toujours cette approche vraiment utile et à quoi ça sert et pourquoi. Et faire de la tech pour la tech tout court, il y a un côté satisfaisant, mais c'est pas ce que je recherche forcément. Voilà, c'est plus pouvoir mettre des concepts, et donc forcément ça va être lié au métier, aux besoins ou autres, trouver des nouvelles façons de faire, enfin voilà. Donc tu as toujours une longueur d'avance sur ce qui arrive, donc c'est bien, tu es chez Willib, c'est cool. Je sais pas si j'ai forcément une longueur d'avance, j'ai pas non plus, je m'appelle pas Nostradamus, mais voilà. Et donc après j'ai rejoint Willib en fait, puisque en 2016 donc j'ai souhaité me mettre à 100% vraiment
dans le bain entrepreneurial en fait. Et donc je me suis lancé moi sur un sujet qui commençait à vraiment m'occuper l'esprit depuis 2-3 ans avant donc, de quitter mon ancien emploi, qui donc tourne autour de la décentralisation. Voilà, sauf que contrairement à tous les projets startup qu'on peut rencontrer, et pour avoir justement dans ma carrière en plus accompagné plein de startups depuis from scratch jusqu'à ce qu'elles réussissent ou des trucs comme ça. From scratch de zéro, j'explique tout au cas où. Oui, pardon. Du tout début. Voilà, je gérais le startup programme de la grosse ESN où je travaillais précédemment par exemple. Et donc ça donne des envies. À côté de ça, j'avais déjà lancé une startup qui était... Le but en gros c'était de dire... n'importe qui peut avoir des super idées mais n'est pas forcément entrepreneur dans l'âme. Donc en fait tu viens, on benchmark ton idée, si on y croit en fait on s'occupe de tout ce qu'il peut y avoir autour, que ce soit la tech, l'administratif, le commerce, le financier, voilà. Et toi par contre tu restes assis, tu te concentres sur ton idée. Et sur du win-win du coup on part d'avance avec, on a des parts aussi mais notre but c'est pas non plus de sucrer en gros toute ton idée, etc. Mais c'est avec un plan de sortie à l'avance, etc. Donc ça, c'était une première aventure. Mais du coup, en 2016, là, par contre, je suis parti dans une aventure vraiment plus solitaire, on va dire. Parce que 100% technique. Et donc, contrairement à des startups classiques, c'est du projet beaucoup plus d'infrastructure. Donc, c'est des projets très, très longs. On ne trouve pas non plus d'organismes d'incubateurs ou tout cet écosystème-là. En fait, on peut l'oublier dans ce cadre-là parce que ça c'est pas que ça n'a pas d'intérêt en soi, mais pour le coup, ça peut pas aider. Et donc, ça peut être un peu hard comme chemin de se dire, bon, je vais être tout seul. Déjà, entrepreneur, on est tout seul. Quand on est accompagné, on peut se sentir seul aussi. Mais alors là, j'imagine que... Voilà. Et bon, du coup, très vite, je me suis mis quand même à essayer de rencontrer un peu des gens, faire des événements, tout ça. Et du coup, jusqu'en début d'année dernière, où j'ai croisé Benoît. Qui lui cherchait un directeur technique pour le coup, puisque Willib commençait en gros à avoir passé le stade du POC, on va dire. C'est ça, à se développer. Voilà. Et donc il y avait besoin de pouvoir venir avec un vrai produit, quoi. Voilà, ça a bien matché et en fait au final on s'est associés puisque à chaque fois j'ai toujours cet aspect... j'ai besoin de comprendre en fait le métier des autres, de pourquoi ils le font, ce qui les intéresse, vers où, quelle est leur vision, etc. Une fois que je l'ai bien compris, de réussir à être force de proposition et ainsi de suite. Et là en fait avec Benoît ça a bien matché dans le sens où sa vision du métier d'expertise comptable, domaine dans lequel moi j'avais jamais baigné pour le coup, je la trouvais pas mal et je me disais il y a quelque chose à faire en fait effectivement. Et plus loin que ça en fait très très vite j'ai vu qu'on pouvait marier en fait un peu nos deux projets entrepreneuriaux et d'où notre association finalement assez rapide et qui pour l'instant a donné lieu donc au produit Willib tel qu'il est aujourd'hui et énormément de choses à venir également. Ok, super. Et alors, est-ce que tu peux nous parler donc de qu'est-ce que la décentralisation ? Parce que c'est un très joli mot, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Alors, c'est pas pour les discours politiques, parce que souvent, si vous tapez décentralisation sur Internet, c'est à peu près ce que vous allez trouver comme ça. À la base, il faut comprendre que tout ce qui est communication entre les ordinateurs, donc je dis volontairement ce terme-là et pas Internet parce que c'était même avant de mettre en place vraiment Internet. À la base, tous les systèmes en fait étaient décentralisés dans la façon dont ils fonctionnaient. Décentralisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que imaginez, vous avez votre poste de travail, donc là vous êtes dessus, relié à rien du tout, c'est central, c'est votre poste de travail, voilà. Après, les ordinateurs ont commencé à communiquer entre eux. Donc imaginez que vous tendez un fil entre deux machines. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on était décentralisé dans le sens où chacun gardait la maîtrise de son poste de travail et je pouvais partager ce que je souhaitais avec l'autre poste et ainsi de suite. Et puis, au fur et à mesure, donc, Internet est arrivé. Et donc il y a eu toute la vague du début des années 2000 avec tous les sites web qui sont arrivés, le web 2.0, voilà, plein de bons souvenirs. Voilà, la première, qui paraissent déjà très loin. Le premier crash de la bulle Internet. Voilà. Et tout ça, ça évolue très 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 vite au point où on est arrivé à avoir
plein de services en ligne, alors qu'ils sont géniaux dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on pourrait continuer à s'en passer, mais c'est vrai que ça apporte un plus, c'est juste génial, quoi. Ça simplifie énormément de choses. Mais le problème, en fait, c'est que on est allé d'un extrême à l'autre, en fait, dans le sens où, si je prends un exemple aujourd'hui avec les vidéos Internet, aujourd'hui, tout le monde, plus personne n'a un appareil photo quasiment, par exemple. Quand tout le monde part en voyage, tout le monde prend des photos avec son téléphone, des vidéos, etc., etc. Et en fait, après, quand vous souhaitez les partager, vous allez mettre ça sur des plateformes de Facebook, de YouTube, et ainsi de suite. Et ensuite, quand les gens le visionnent, du coup, ils vont tous aller prendre la vidéo sur YouTube. En fait, quand on y réfléchit, quelque part, en fait, donc tout le monde prend des photos, chacun dans son coin. Et au final, en fait, quand tout le monde souhaite les consulter, tout le monde va toujours aller taper sur le même serveur. Et donc, en gros, aujourd'hui, quand vous regardez une vidéo YouTube, vous ouvrez un canal de communication avec les serveurs de YouTube, vous allez télécharger la vidéo. Si vous avez le malheur de faire retour arrière, avance ou replay, etc., vous retéléchargez le morceau depuis, la vidéo en fait depuis le serveur de YouTube. Donc ce serveur-là, on comprend très vite qu'avec la popularité des vidéos, il a besoin d'être énorme mouse et que ça demande des infrastructures de plus en plus importantes. Et autre problème, c'est que du coup YouTube, s'il n'aime pas votre vidéo pour une raison X ou Y, parce que c'est pas compliant avec ses règles ou autre, il la sucre. Alors que, effectivement, c'est peut-être juste une vidéo personnelle que vous pouviez partager avec votre famille, ce qui est possible de le faire avec YouTube, d'ailleurs. Et du coup, ça peut être un peu gênant. Et en dehors de ça, il y a aussi tout l'aspect données personnelles, pour le coup, où ça permet, en ayant cet aspect central, justement, si on reprend l'exemple du serveur YouTube, on va aller analyser toutes les vidéos, même... Quand on parle de métadonnées, par exemple, c'est quoi une métadonnée ? Une métadonnée, c'est le fait de dire, tiens, tel utilisateur, il poste en moyenne une vidéo toutes les semaines, par exemple. Alors que tel autre, il en poste une tous les 4 ans. Donc ça permet, en fait, avec toutes ces informations-là, de réussir à déterminer des sortes de profils. Et vous imaginez pas jusqu'où on peut aller, en fait, avec ce genre de choses-là. Je suis bien placé pour le savoir, pour avoir fait des trucs qui aujourd'hui sont totalement illégaux, d'ailleurs, notamment avec le big data. Mais pour vous donner un exemple, on était capable, lors de la mise en place du big data, de détecter, en fait, quelqu'un qui n'est pas connecté sur votre site, votre appli ou autre, avec rien que le comportement sur l'appli, les mouvements de la souris, sans même cliquer. On était capable, à la fin, de déterminer à peu près la tranche d'âge de la personne. On était dans des tranches d'âge de 15 ans, donc ça reste large, mais quand même. Et si c'est un homme ou une femme aussi. Et on avait quand même un taux de succès de plus de 80%, donc ça peut faire... Ah oui, c'est costaud, ouais. Voilà, ça peut faire vite peur. Et au-delà de ça, ce qui est important, c'est qu'on pouvait aussi du coup déterminer si vous reveniez après. Donc réussir à identifier que oui, ça c'est bien telle personne qui est venue. On ne sait pas qui c'est, mais on sait que c'est la même personne. C'est tel individu, Voilà. Donc avant même que vous vous connectiez, que vous créiez un compte sur la plateforme, on a déjà plein d'infos sur vous. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont totalement illégales maintenant, parce qu'il y a eu tout un tas de règlements qui sont sortis. Mais voilà, ça donne une idée en gros de jusqu'où on peut aller quand on arrive justement à capter un maximum d'informations comme ça. C'est ça, et tu parlais de YouTube aussi, il y a toute une partie sécurisation, et en termes de hacking, si YouTube se fait hacker, pour regarder l'exemple, et on en parlera après aussi ce que ça donne, mais aussi toute cette partie-là, si tout est centralisé au même endroit et qu'il y a un bug, ce qui est arrivé l'année dernière avec Facebook en 2019, l'été 2019, il y a eu un bug, donc il y a eu un bug sur toutes les plateformes. Là, c'est la même chose. On peut parler de Twitter récemment aussi, avec les comptes de personnalités qui ont été piratés, etc. Donc, de base, on peut se dire que c'est pas grave pour un YouTube, pour un Twitter ou autre. Sauf qu'effectivement, quelqu'un qui commence à usurper votre identité pour parler à votre place, voilà, ça peut quand même poser des problèmes. Après, sur des plateformes encore plus sensibles, parce que là, on parle de plateformes où en fait tous les contenus sont publics. Mais sur des plateformes où les contenus doivent rester privés parce que c'est du cloud, juste parce qu'on a voulu ne pas tout avoir dans l'entreprise, etc., pour favoriser la mobilité, et ainsi de suite. Là, ça peut devenir vraiment très gênant et vraiment critique. Et effectivement, cet aspect central, c'est quelque chose en fait qui est connu depuis très longtemps. C'est quand on a commencé à vouloir
mettre en place des stratégies pour attraper des pirates, etc. Je parle de vrais pirates, hein, pas Pas les pirates ma actuels. mère qui télécharge un film illégalement parce qu'elle l'a pas trouvé sur Netflix. Le principe, c'est le principe du pot de miel, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en gros, on met un serveur qui va être attrayant parce qu'il y a des contenus dessus qui sont intéressants pour la personne qui cherche à pirater, ainsi de suite. Et on va mettre des sécurités, mais pas trop. Enfin voilà, on va permettre aux gens de voilà. Et par contre, à côté de ça, on met plein de sondes pour justement essayer d'identifier la personne, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on arrive à mettre la main aussi sur des pirates. Alors, c'est pas la seule technique, mais c'en est une qui est encore aujourd'hui très utilisée. Mais en fait, on se rend compte que ces serveurs centraux, quand on parle de fourniture de services, de contenu ou autre, en fait, sont des gigantesques pots de miel en fait. C'est-à-dire que c'est super intéressant parce que imaginez que c'est comme s'il y avait juste une seule banque dans le monde avec juste un établissement. Et voilà, donc si on braque cet établissement, on a tout l'argent du monde. Bingo. Voilà, c'est un peu le problème. Et aujourd'hui, on se doute bien que dans un tel cas, il y en a qui arriveraient avec des avions de chasse, des tanks, tout ce qu'il faut pour réussir à braquer la banque. Hein. Donc voilà, ça donne une course aussi à l'armement quelque part qui est un peu néfaste. La décentralisation, c'est quoi ? C'est de dire, il n'y a pas forcément besoin de systématiquement passer par un serveur central. Aujourd'hui, on peut prendre un autre exemple. Si vous prenez les catastrophes naturelles, je pense à des tremblements de terre à Haïti ou des choses comme ça. La décentralisation, pour le coup, elle peut jouer un rôle où ça sauve des vies, dans le sens où on est capable, grâce à ces technologies, qui sont très larges, hein, encore une fois, de créer un réseau téléphonique juste en créant un réseau entre les téléphones, par exemple. Et ça, dans un cas de catastrophe naturelle, où toutes les infrastructures sont tombées, il n'y a plus rien, il n'y a pas un pylône avec une antenne GSM, hein, ça permet du coup de relier les téléphones entre eux, et quelqu'un qui va être enseveli, qui a son téléphone avec elle, par exemple, va pouvoir communiquer avec des sauveteurs. Il y a des systèmes qui se mettent en place comme ça, il y en a certains qui existent déjà, et tout ça, en fait, ça marche sur ce principe-là. Ce sont des réseaux maillés, on appelle ça, c'est du mesh en anglais. Et donc le but, c'est de construire un réseau comme ça, point à point, donc de machine à machine, un téléphone, un PC, n'importe quoi, par un fil, par du sans fil, par du réseau mobile, du Wi-Fi, du Bluetooth, tout ce qu'on veut, de l'infrarouge même si on veut. C'est pas très rapide. Voilà. Et comme ça, en fait, on peut constituer un réseau entre les machines. À partir de ça, en fait, ça veut dire que, en termes de déploiement d'infrastructures, ça peut aller beaucoup plus vite. Ça peut également être beaucoup plus résilient, parce qu'il n'y a pas un espèce de point central. On appelle ça des single point of failure en informatique. C'est-à-dire s'il tombe, il n'y a plus rien qui marche. Là, du coup, ça permet d'être beaucoup plus résilient, dans le sens où s'il y a un seul téléphone qui tombe en panne, c'est pas grave, le réseau en lui-même continue de fonctionner. Et ça, on peut l'imaginer, en fait, un fonctionnement comme ça, généralisé entre tous les postes de travail de tout le monde, les PC portables, les PC fixes, les téléphones, les tablettes, etc. Avec des biais pour communiquer ensemble qui sont très divers et variés, puisqu'on a pléthore de moyens de communication aujourd'hui. Je parle de moyens physiques. Voilà. Aujourd'hui, il y a un gros frein. Bon, le premier, ça reste les fournisseurs d'accès qui ne souhaitent pas justement toutes ces technologies maillées. Ils ne souhaitent pas qu'elles soient embarquées. C'était prévu dans la norme de la 4G à l'origine, ça a été retiré. Dans la 5G encore, et ça a été retiré encore. Mais un peu moins, parce que pour tout ce qui est objets connectés, et notamment communication dans tout ce qui est voiture, ainsi de suite, il y a ces réseaux maillés, ils en ont besoin, c'est important, et du coup, il y a une partie de la norme qui est passée quand même, mais bon, un jour on y arrivera. Voilà. D'un point de vue plus logiciel, on va dire, la décentralisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si on prend l'exemple de la vidéo YouTube, moi j'ai fait ma vidéo, je l'ai sur mon téléphone, je souhaite la partager avec ma famille, voilà. Ma mère, quand elle va aller la télécharger, la première fois, elle va aller la télécharger finalement depuis mon téléphone, sans s'en rendre compte, hein, ça reste ma mère, donc pas de truc hyper compliqué à faire pour le faire. Et après, quand ma sœur, par exemple, va aller essayer de télécharger la vidéo également, en fait, elle aura deux sources pour le coup. Il y aura la vidéo qui est déjà sur mon téléphone à moi, et la copie qui a été réalisée sur le téléphone de ma mère. Le petit bonus aussi, c'est que si ma mère elle joue en boucle la vidéo, elle n'est pas en train de la retélécharger systématiquement.
Donc on peut vite comprendre que, en fait, ça permet d'optimiser déjà la communication, donc l'usage des réseaux. On parle de réseaux qui saturent, etc. Aujourd'hui, là, ça permettra d'utiliser vraiment à plein les réseaux parce que c'est une approche très pragmatique, finalement, de cette utilisation des réseaux. Ouais. Et de deux, dans l'histoire, on voit bien que ma vidéo, elle n'est jamais passée dans les mains d'un serveur central et d'un acteur, après quoi qu'on en pense, qui est bienfaisant ou malfaisant, on s'en fiche, un tiers, auquel, là, j'ai pas besoin de faire confiance en fait à un tiers pour le coup. Ouais. Et justement, alors appliqué pour le coup au secteur de l'expertise comptable, qu'est-ce que ça donne, cette décentralisation ? Alors ça peut paraître paradoxal, mais puisqu'on parle de tiers de confiance pour le coup, cette décentralisation, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va aller stocker en fait les documents, les données en général en fait là où ils sont. C'est-à-dire que vous produisez sur votre PC une facture, n'importe quoi, elle est sur votre PC. Et après en fait, donc nous on constitue tout un réseau décentralisé. Donc en fait, ce sont tous les utilisateurs de Willip qui constituent ce réseau-là. Et ce document en fait, pour s'assurer que vous, si votre PC je sais pas, vous êtes énervé, vous le prenez, vous foutez un coup de masse dessus. Là, c'est pas grave. En fait, vos documents, vos données, etc., on va aller les stocker sur ce réseau décentralisé. Donc, en fait, le principe, c'est que on va prendre le document, on va l'encrypter déjà. Ensuite, on va le découper, on va en faire des miettes. Voilà, des petits confettis. Et tous ces petits confettis, on va les distribuer justement sur l'ensemble des machines qui constituent notre réseau décentralisé. Donc ça peut être le téléphone d'un collègue, aussi bien que l'ordinateur d'un concurrent même, dans l'absolu. Sauf que ce concurrent-là, voilà, il a un confetti et en plus, même s'il a, par bonheur, parce que déjà c'est compliqué de réussir à réunir tous les confettis si on ne sait pas ce qu'ils constituent, après il faudrait en plus réussir à passer la protection par le cryptage, ce qui relève de l'impossible en fait au final. On parle vraiment de technologie assez poussée, hein. On est sur c'est de la cryptographie en fait le Graal en fait qui est recherché dans ces technos-là, c'est de réussir à être, on appelle ça quantum proof. Donc on part du principe que les ordinateurs quantiques, donc encore un mot barbare, hein, mais il faut imaginer qu'aujourd'hui un ordinateur, par exemple, si vous voulez casser un mot de passe, il travaille toujours en séquentiel. Il va essayer un mot de passe, ensuite un autre, ensuite un autre, ensuite un autre, etc. Aujourd'hui, n'importe quel ordinateur fonctionne comme ça. Les machines quantiques, pour vraiment vulgariser, ça va permettre de tester toutes les combinaisons, mais en même temps. Ok. Voilà. Gain de temps. Je caricature, mais voilà, gain de temps. Et du coup, il y a des systèmes mathématiques qui ont été mis en place pour pouvoir résister à cette capacité-là de réaliser toutes ces opérations en parallèle. Ok. Et qui ont été appliqués du coup au domaine de la cryptographie, et du coup on essaye de se baser sur ces technos-là aussi. Donc on va parler de courbes elliptiques, de choses encore plus barbares comme ça, hein. On peut vite perdre des amis avec tout ça. Mais voilà, donc niveau de sécurité, là-dessus on est béton. On a tout le côté où on sort du schéma du pot de miel, du fait que la surface d'attaque, donc quand on prend un système centralisé, elle est simple, c'est le serveur central. Là, la surface d'attaque, du coup, c'est l'ensemble du réseau décentralisé. Donc en fait, pour réussir à réaliser un piratage, il faudrait pirater l'ensemble des machines, ce qui est déjà compliqué. Une fois que c'est fait, on pourra récupérer l'ensemble des confettis. Et après, il faudra déjà se débrouiller à remettre les confettis ensemble. Donc c'est un giga puzzle. Hein. Et une fois que c'est fait, après, il faut s'attaquer à la problématique de la cryptographie. Donc il faut vraiment être très 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 motivé. Voilà. Et alors en quoi c'est un peu une révolution pour les cabinets d'expertise comptable ? Alors c'est une révolution dans le sens où toute donnée stockée en fait par cette technologie-là, en fait de base, on en garantit l'intégrité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas falsifier la donnée. Donc en termes d'auditabilité, de preuves, etc., c'est juste génial. Couplé à la blockchain, alors les technologies blockchain, donc pour ceux qui ne savent pas, la blockchain, c'est en fait un cas particulier de la décentralisation. Donc en gros, ce sont toutes les technologies de décentralisation qui sont mises ensemble. On rajoute dessus une couche logicielle qui est là pour pouvoir établir un consensus, on appelle ça. En gros, ça veut juste dire que tout le monde se mette d'accord pour dire ça c'est la vérité. Et donc cette espèce de blockchain, c'est comme une espèce de registre de notaire sur lequel on va enregistrer de façon ordonnancée un ensemble d'écritures. Et ça, donc, ça permet du coup d'établir une preuve, puisque du coup c'est infalsifiable dans le sens où il faudrait prendre possession de la blockchain,
D'où l'histoire des 51%. Il faudra avoir plus de 51% de tous les nœuds qui constituent la blockchain pour réussir à la falsifier, ainsi de suite. Ok. Nous, notre technologie, quand on enregistre des données, des fichiers, etc., avec cette technologie-là, en fait, ça nous permet de créer des références, des enregistrements dans la blockchain, mais en pointant justement ces documents qui sont, pour le coup, on garantit l'intégrité. Donc, il y a déjà cet aspect de falsification qui est impossible. Mais là, ça va permettre d'enregistrer le fait que ce document existait tel jour, telle heure. On peut enregistrer tout un tas d'actions aussi. Le fait que ce soit telle personne qui l'a consulté, qui l'a téléchargé ou autre. Et donc tout ça, ça permet d'avoir une auditabilité, mais juste top, quoi. Ça va vraiment très très loin. Le client à qui vous avez fourni des documents et qui ensuite va voir une banque en ayant réédité un peu le document pour que ce soit un peu mieux à son avantage pour réussir à obtenir son prêt. Je pense à ça parce que c'est des cas dont on nous a parlé il n'y a pas longtemps. Après, c'est au cabinet de prouver que non, nous, c'est pas du tout ce qu'on lui a fourni comme document et ainsi de suite. Sinon, l'expert comptable est responsable pour le coup. Et là, ça peut avoir des conséquences assez graves. Là, c'est pas possible. L'expert comptable, en fait, il a même rien à faire du coup pour le coup. Et même, on peut imaginer que la banque demande à obtenir le fichier via le réseau décentralisé, ce qui fait que la personne ne peut plus frauder non plus. Voilà, on peut imaginer ça. On peut imaginer aussi, du coup, si on travaille un peu plus avec les institutions, d'automatiser beaucoup de choses. Le fameux la TVA en live, par exemple, ce serait faisable. Enfin, il y a tout un tas de trucs déclaratifs comme ça qu'on pourrait faire de façon beaucoup plus automatique et qui simplifierait la vie de tout le monde. Toutes ces tâches, en fait, là, on s'est rejoint avec Benoît, c'est que je pense qu'il faut toujours garder cet état d'esprit où voilà, ça avance, tout avance, il y a du progrès qui est réalisé et finalement, ça reste pour bien. Moi, j'ai tendance à croire que ça reste toujours pour le bien de l'humanité. Je pars du principe qu'il faut être feignant dans la vie. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à automatiser quelque chose, tant mieux. Ça fait ça de moins à faire. Et ça permet de se concentrer après sur l'essentiel. Du coup, en fait, c'est la même chose pour toutes ces professions. Donc là, nous, on travaille vraiment sur l'expertise comptable. Mais je pense que la plupart des acteurs de ce marché-là, en fait, ont conscience qu'aujourd'hui, il y a énormément d'opérations, en fait, qui peuvent être automatisées et est-ce que c'est souhaitable ou pas? Je pense que oui. Et ça permet de se concentrer après sur la vraie valeur ajoutée. Donc après, je pense qu'il y a aussi un énorme plan de com à faire pour être extérieur au marché de l'expertise comptable, pour mieux appréhender ce que fait un expert comptable, quel type de service il peut offrir, etc. Moi, j'étais le premier quand je me suis lancé à me dire j'ai vraiment besoin d'un cabinet d'expertise comptable, à quoi ça va me servir, est-ce que je peux pas me débrouiller tout seul? Voilà, je ne percevais pas la valeur ajoutée que ça pouvait amener en fait. Donc je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment l'enjeu principal de la profession, en tout cas. Voilà. Donc, en gros, nous, on est là pour vous fournir tous les outils qui vont bien et aller le plus loin possible. Et voilà. Et vous permettre aux experts comptables, en tout cas, aussi de fournir tout un tas de services additionnels parce qu'ils ont vraiment ce rôle de conseiller pour les entreprises aussi. Donc là, c'est sur le biais de technologie parce que via l'expert comptable, ça permettrait du coup de pouvoir fournir des technologies quand même un peu plus satisfaisantes à l'ensemble des entreprises, que ce soit en termes de protection, de sécurité, d'usage et ainsi de suite. Et donc on peut le voir comme une diversification des métiers, quelque part, ça fait des sources de revenus en plus potentiellement. Mais surtout, voilà, le cœur, c'est de pouvoir se dire que l'expert comptable peut se concentrer vraiment sur l'essence de son métier, en fait, qui est vraiment cet aspect de conseil, d'être dans l'anticipation. Enfin voilà, moi l'expert comptable que j'imagine demain, c'est vraiment un expert comptable qui me dit où va être ma boîte dans 5 ans si je fais tel choix, où va être ma boîte dans 10 ans si je fais tel autre choix. Voilà. Mais il y a vraiment cet aspect-là, quoi. Et pas juste cette année, il y a 6 mois, vous avez fait tant de résultats, quoi. Ok, ça marche. Alors vraiment ce côté conseiller hyper important, quoi. Juste pour terminer rapidement sur la décentralisation, donc on a bien compris qu'en termes de sécurité, c'était une sécurité optimale. Et après, il y a deux aspects, la souveraineté des données aussi, c'est important, et un aspect écologique. Alors l'écologie, j'espère que tout le monde l'a un peu compris pour le coup, puisque ça veut dire une optimisation de l'utilisation des réseaux. On va essayer aussi du coup normalement, ça doit amener un gain. Alors c'est un des gains les plus faibles pour le coup, mais en termes de stockage des données, faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, quand vous stockez des données dans le cloud, de toute façon, le fournisseur de cloud, il va répliquer les données 150 fois pour vous assurer d'avoir la donnée au cas où il est son data center qui flambe ou je sais pas quoi. C'est ça.
Le stockage pollue, voilà, pour faire court. Bah voilà, on arrive. Je déteste ce que j'appelle les fausses bonnes idées, par exemple, sous couvert d'écologie. Par exemple, aujourd'hui, on se met à faire des data centers sous l'eau, ce qui est complètement, désolé du terme, mais con. Ouais. Un data center dans lequel il y a la clim, effectivement, c'est pas super écologique vu comme ça, mais la chaleur que produit le data center, il n'y a que 30% au final qui part dans l'atmosphère. Dans l'environnement, l'atmosphère. Quand vous le mettez sous l'eau, en fait, là, c'est 100% des échanges de chaleur. Donc, en termes de réchauffement climatique, c'est pire. Quoi. Ou alors de faire ça dans les dernières zones froides du monde, au pôle Nord. Les pauvres. Voilà. C'est super intelligent. Pour les quelques années qu'il leur reste. Mais bref. Et là, en fait, nous, on va dupliquer la donnée aussi. Il ne faut pas se leurrer, on est obligé d'un point de vue résilience. Mais du coup, ça va être fait de façon vraiment rationnelle. Et ça reste sur des matériels qui existent forcément, puisque pour pouvoir utiliser toutes ces technologies, cloud ou autre, il vous faut bien un device, donc un PC, un téléphone ou autre. C'est juste que là, du coup, on part du principe que ce device-là, il existe et donc autant l'utiliser à fond, quoi. Ok, ça marche, super. Est-ce que tu peux nous parler aussi rapidement de Comptalab, parce qu'on n'avait pas parlé avec Benoît et c'était dommage. Alors en fait, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de notre technologie qu'on a vocation en fait à publier d'un point de vue open source. Oui, nos cœurs de métier, en plus donc, de tout cet aspect stockage décentralisé. Donc il y a tout l'aspect souveraineté dont on n'a effectivement pas parlé, mais en gros, chacun reste vraiment propriétaire de ses données. Et on ne peut pas être aliéné de la propriété de ces données. Comptalab, en fait, le but, c'est de réussir à regrouper l'ensemble des éditeurs. Et nous, toute cette couche techno, en fait, on espère en fait qu'elle soit adoptée aussi par énormément d'éditeurs. On veut vraiment qu'il n'y ait aucun frein là-dessus, d'où le fait de le pousser en open source, etc. également, en plus du fait que ça doit être un bien commun, en fait, au final, cette chose-là. Tout ça, en fait, ça va permettre quoi ? Ça va permettre à n'importe quel éditeur d'avoir une solution qui est plus en train de vivre juste dans son coin, complètement isolée. Aujourd'hui, ce qui amène de la valeur, c'est effectivement d'avoir un logiciel qui est spécialisé. Si on reprend l'exemple d'un photographe, par exemple, il va avoir un super Photoshop, il n'y a que cet outil-là qui lui permettra de faire des super retouches, travaux, etc. Et à côté de ça, il va utiliser d'autres outils. Il serait quand même bien triste, lui, si sa photo, une fois qu'elle est dans Photoshop, elle ne peut plus en sortir, et ainsi de suite, quoi. Là, l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, la donnée, elle reste, pour le coup, au photographe, en l'occurrence, et après, il en fait ce qu'il en veut. Et les logiciels, la valeur qu'ils ajoutent, c'est vraiment tout cet aspect service, c'est le service rendu. C'est des technologies de l'information, c'est du service. Et le but, c'est qu'en fait, chaque éditeur puisse fournir son service. Donc nous, avec toute cette couche-là, on garantit que l'éditeur il puisse échanger les données, donc que les données proviennent d'autres solutions, ou voilà, et lui qui puisse les redistribuer également. Donc en termes de connexion, d'API, etc., de communication entre les solutions, ça simplifie énormément les choses aussi. Voilà. Ça marche. Et parfait. je pense qu'on est un peu tous sur la même longueur d'onde du coup là-dessus dans Comptalab. Et ouais, ça fait plaisir de voir que ça part assez vite. Parce que ça a été lancé hyper récemment. Ah oui, super récemment. Et voilà, nous, ça continue. Ça fait partie de notre démarche. De toute façon, notre but, ça reste de pouvoir interconnecter toutes les solutions. Donc, quelque part, ça veut dire pallier à un manque aussi. Voilà, mais c'est un manque qui est naturel. En tant qu'éditeur, on ne peut pas imaginer se connecter avec tout le monde, n'importe qui. Nous, on est là pour combler les trous, en gros. Et voilà, et permettre du coup à l'expert comptable d'être totalement libre sur la façon dont il souhaite organiser ses processus, utiliser les outils, etc. Ok, voilà. Parfait. Pour terminer cet échange, il va y avoir un petit questionnaire tac au tac. Donc tu vas avoir le choix, tu vas avoir 2 options. Je ne te demanderai pas de les justifier. Donc la réponse D. La réponse D. Prêt ? Allez. Expert ou comptable ? Expert. Des chiffres ou des lettres ? Des chiffres. Exercice comptable ou exercice physique ? Exercice physique. Intelligence artificielle ou intelligence collective ? Ouais, elle est dure celle-ci. Ouais, je vais rester sur l'intelligence artificielle, il faut que je travaille mon côté geek. Ça marche. Décentralisation des données ou décentralisation des pouvoirs ? Des pouvoirs. Entrepreneur ou ingénieur ? Ingénieur. Sécurité ou risque ? Sécurité, c'est ce qui permet de prendre des risques, la sécurité. Donc,
Tech ou cab? Tech. Code informatique ou code de la route? Code informatique. Blockchain ou blockbuster? Ça dépend des moments de la journée. Blockchain, ouais. Développer Willib ou développer couché? Développer Willib quand même. Ouais. Mac ou Windows? Linux. Mais surtout pas Mac. Ça marche. Voilà. Bon, les deux dernières, elles sont belles. Java ou javanaise? Javanaise. Aztec ou Maya? Maya. Ok. Merci beaucoup Antoine. Merci Théo. Et à très bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Toute l'équipe de Willib espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, nous recevrons Mathieu Castin, fondateur de Finacop, la première coopérative d'expertise comptable d'intérêt collectif au statut SIC, 100% dédiée à l'économie sociale et solidaire.